En théorie, vous maîtrisez déjà la dissociation électrolytique, puisque vous l'avez vu l'an passé, mais comme c'est important, on va se rafraîchir la mémoire. Tu te rappelles sûrement de la liaison ionique? C'est la liaison là, entre deux ions, généralement un métal puis un non-métal. Lorsqu'on met une molécule contenant une ou des liaisons ioniques dans l'eau, ben, cette liaison-là a tendance à se rompre, libérant ainsi des ions, d'où le nom là, liaison ionique. Alors que depuis le début de l'année, on a écrit l'équation de dissolution de cette manière-ci, pour ce qui s'en vient, il va être important vraiment d'écrire l'équation de dissociation électrolytique, comme ceci. C'est facile de comprendre comment le NaCl se sépare. Il y a juste deux atomes, le sodium, qui est un métal, et puis le chlore, qui est un non-métal. Il y a donc une seule liaison qui est ionique. Comme on l'a dit, en mettant la molécule dans l'eau, la liaison ionique se casse. Et le chlore garde l'électron de valence du sodium. Le sodium prend donc une charge positive, alors que le chlore, lui, prend une charge négative. Pour se rappeler là, quelle charge prend chaque élément, on peut se fier à sa famille. Il y avait premièrement les alcalins qui formaient une charge plus 1, les alcalino-terreux qui forment une charge plus 2, les métaux de transition, ça c'était compliqué, là, fait qu'on va faire un exemple plus tard pour être sûr de bien comprendre. Il y avait aussi la famille du bore qui donnait une charge plus 3, puis du côté négatif, on avait les halogènes qui avaient une charge moins 1, la famille de l'oxygène moins 2, la famille de l'azote moins 3, puis on ne parlera pas là, de la famille du carbone puis des gaz nobles, alors là, je vous épargne ça. On va faire quelques exemples là, plus compliqués pour être sûr que tu comprends bien. Commençons tranquillement avec la dissociation du fluorure de barium. Essaie de le faire tout seul en pesant sur pause. Alors sinon, on trouve le barium dans la deuxième famille. Il forme donc l'ion 2+. Le fluor, lui, se retrouve dans les halogènes, il forme donc un ion 1-. Comme il y a un petit 2 là à côté du F, est-ce que j'écris F2- ou 2F-? Bien, un truc là, pour égaliser la charge positive du barium, il faut vraiment deux fluors qui sont chacun négatifs. Comme ça, on va retrouver un sel qui va être neutre. De toute façon, là, on ne peut pas écrire F2, puisque ça voudrait dire que les deux fluors sont liés, puis on n'a pas vu ça là, dans nos ions polyatomiques. Pour les plus visuels, la molécule peut ressembler là, à ceci. Alors, j'ai illustré les liaisons ioniques, métal-non-métal, en noir. Puis comme on sait, elles se brisent dans l'eau pour donner du Ba2+, parce qu'il a donné un électron à chacun des fluors, puis deux F qui vont chacun être moins. On va faire un autre exemple, cette fois-ci avec un ion polyatomique. La dissociation du phosphate de potassium. Alors, le potassium, c'est un alcalin, il forme donc un ion plus. Il y a trois métaux, il y a trois potassiums, donc trois liaisons ioniques qui se cassent. Le reste de la molécule, c'est l'ion polyatomique phosphate. Puis lui, il ne se casse pas, puisqu'il ne contient pas de liaison ionique. Il y a juste des non-métaux là-dedans. C'est simple de reconnaître les ions polyatomiques si tu te rappelles de ceux que tu as appris dans le passé. Sinon, là, tu peux aussi là, les réviser. Là, ils sont à la page 7 de ton cahier. Un autre truc, si tu vois qu'il n'y a pas de métaux dans un groupe d'atomes, tu peux en déduire qu'il n'y a probablement pas de liaison ionique. Pour la charge de l'ion polyatomique, soit tu t'en rappelles par cœur, ce qui est souhaitable, soit tu le déduis par rapport à l'autre ion, ce qui ne sera pas toujours possible par contre. Ici, par exemple, il y avait trois potassiums qui étaient plus et un seul ion négatif qui devait donc annuler les 3 plus. Donc, assurément, l'ion polyatomique phosphate était 3-. Si on veut voir la molécule, nos trois potassiums ne sont pas reliés entre eux, là, parce que c'est des métaux, puis les métaux ne font pas de liaison entre eux. Ici, ils sont reliés à l'oxygène. Mais tu aurais pu les relier à n'importe qui là, dans l'ion polyatomique, là, puis ça fonctionne pareil. Les liaisons ioniques sont toujours en noir, elles vont se casser dans l'eau. Chacun des potassiums laisse un électron à l'oxygène avec qui il est lié, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 3 potassiums plus. Et puis comme le groupe phosphate a gagné 3 électrons, un de chaque potassium, il va donc avoir une charge 3-. On va appliquer le même principe s'il y a plus qu'un ion polyatomique. Par exemple, le nitrite de magnésium. Le magnésium, c'est un alcalino-terreux, forme donc un ion 2+. Il y a deux fois le groupe nitrite, NO2. On écrit donc 2NO2-. On se rappelle que le nitrite est négatif, sinon, par déduction, le magnésium étant plus 2, chaque ion NO2 doit donc être 1- pour compenser. Visuellement, là, ça peut avoir l'air de ceci. Le magnésium étant plus 2, il forme deux liaisons ioniques, en noir toujours, qui vont se défaire en solution. Les liaisons entre l'azote et l'oxygène sont covalentes et ne vont pas se défaire. Le magnésium perd un électron pour chaque liaison en devenant 2+, puis chaque groupe NO2 devient donc 1-. Le dernier cas, c'est celui avec un métal de transition. Il est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas d'emblée la charge qu'il prendra. Par exemple, le sulfate d'argent. L'argent, c'est un métal de transition, on ne connaît pas sa charge.
On va devoir se fier à la charge de l'ion négatif pour connaître celle de l'ion positif. On a appris l'an passé que le sulfate est -2. Comme j'ai 2 ions argent, chaque ion sera +1. Si jamais tu ne te rappelles pas vraiment de la charge de l'ion polyatomique, tu peux toujours essayer là, un petit truc qui marche souvent. Tu regardes, il y a combien d'ions positifs, combien d'ions négatifs. Ici, c'est 2 argent puis 1 sulfate. Eh bien, chacun indique la charge de l'autre. Comme tu peux voir ici, dans le fond, le petit 2 en rouge s'en va sur le SO4, on sait donc que le SO4 est 2-. Le 1 s'en va sur l'argent, on sait donc que l'argent est 1+. Ça fonctionne tant que les ions ne sont pas +2, -2 ou bien +3, -3. Alors maintenant que tu te rappelles de tout ça, ben on va pouvoir commencer notre dernier concept, c'est-à-dire la constante du produit de solubilité.